Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexandre et je vous accueille pour ce nouvel épisode du podcast Tête à Texte, sur les lectures du mois de juillet. Et je suis en compagnie d'une personne qui est une invitée maintenant récurrente de ce podcast, Loubna. Je vais te Merci. laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Voilà. Ok. Et bah du coup, comme tu l'as si bien dit au tout début, donc oui, une invitée récurrente puisque j'ai déjà participé à certains épisodes et que j'ai voulu reparticiper à celui-ci, puisque j'étais intéressée par les lectures que tu vas représenter et par celles que je vais évoquer aussi dans ce podcast. Donc c'est une de mes lectures de juillet. Donc ça s'y prêtait bien de la présenter sur août. Et pour très rapide, comme je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, pareil, j'ai à côté un, un podcast, mais moi qui est plutôt axé sur le sport, et à côté une agence de communication pour me présenter. Mhm. Voilà. Ouais. Et oui, ce sera peut-être un épisode pas aussi long que les grosses vidéos qu'on a fait sur la chaîne jusqu'à maintenant. Parce que d'une part, je n'ai qu'un seul livre et plutôt facile à résumer pour ma part. Et toi, tu vas Moi, parler. c'est pareil, j'ai un seul livre et qui est rapide, pardon, à présenter. Et puis finalement, c'est la période estivale, donc au lieu de pas faire de podcast, autant en faire un avec un livre chacun. Donc ça sera plus court que d'habitude, mais Ouais. les choses courtes sont aussi les choses intéressantes. Alors, je vais commencer avec le livre que je vais présenter, qui s'intitule La fête au Moyen Âge, des éditions Ouest France, qui sont un petit peu spécialisées dans des livres sur la vulgarisation de faits historiques. L'auteur c'est Gérard Lemenec et je vais vous donner déjà la quatrième de couverture du livre pour savoir un petit peu de quoi il parle dans son ensemble. Quelque chose que je précise avant, c'est que le livre est écrit dans un langage un petit peu d'époque, ce qui peut être une limite. Moi, je ne considère pas ça forcément comme un défaut, puisque ça aide beaucoup sur l'immersion dans le domaine moyenâgeux que propose ce livre. Mais ça peut être une limite pour des personnes qui ne seraient pas familières avec ce genre de vocabulaire, donc je préviens d'avance. Les tournois, les extravagances entremets de la cour de Bourgogne, les esbattements de la rue ou les folies de carnaval sont encore aujourd'hui de vivantes évocations d'un Moyen-Âge festif. Solennité religieuse ou profane, célébration politique ou réjouissance de la vie privée, la fête parle de son époque. La plupart de ces festivités s'inscrivaient dans un calendrier liturgique et agraire. On connaît la popularité des rituels de l'hiver dès le Moyen Âge, nativité, fête des fous et de l'âne, épiphanie. Les jours gras de carnaval, avec leur bouffonnerie, précèdent le carême. L'allégresse de Pâques est solennisée par des carillons et des danses ecclésiastiques, tandis que le mois de mai abonde en jeux floraux. La fête de cour requiert la présence d'amuseurs, jongleurs et ménestrels. Autant de Villon, les mystères deviennent des superproductions de théâtre religieux, temps fort de la vie collective. La rue, en fait, est le domaine du spectacle avec les bateleurs, montreurs de bestes étranges et danseurs de cordes. Les entrées royales ou princières donnent lieu à de véritables mises en scène. Le carnaval et les charivaris rendent hommage aux crécelles et cliquettes dans toutes sortes de manifestations désordonnées. Le goût de la vie de ces générations transparaît à travers leur disponibilité festive, des fastes de la cour au divertissement du menu peuple, des manifestations religieuses aux rites saisonniers. Dans un ouvrage abondamment illustré, Gérard Lemenec nous familiarise avec la richesse de l'univers de la fête au Moyen Âge. C'est assez complet, Mhm. c'est assez intéressant et ça résume bien, je pense, tout le propos du livre, et tu pourras appuyer avec ton analyse là-dessus. En fait, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il est à la fois complet et spécifique, Mm. dans le sens où il aborde une période qui est à la fois connue, mais pas dans les détails, Mhm. et sur un aspect spécifique qui est la fête. Donc on aborde ce thème-là sous tous les angles, sans entrer dans d'autres considérations, mais pour vraiment traiter cet aspect-là de manière spécifique.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Après, je sais pas si c'est une critique de mon côté. Je ne sais pas si c'est un livre, un auteur dont tu as l'habitude sur d'autres ouvrages que celui-ci, ou est-ce que c'est le propos du sujet qui a fait, mais j'ai trouvé que la quatrième de couverture était très longue. La quatrième de Alors que couverture, son but à la quatrième de couverture, c'est de donner envie sans tout dire, et elle est censée être courte. Je l'ai trouvée très longue. moi, la quatrième de couverture est un peu longue. C'est pas un auteur que j'ai l'habitude de lire. Par contre, c'est une maison d'édition où j'achète souvent des livres Mhm. qui sont dans leur collection. Mais oui, je suis d'accord avec toi, la quatrième de couverture est un peu longue, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Non, c'est pas rédhibitoire, mais c'est juste que c'était Alors je petite commence avec info. mon premier extrait qui concerne la fête des fous. J'ai entendu parler de cette fête la première fois dans le film Le Bossu de Notre-Dame de Disney, et bah, j'étais curieux de découvrir l'origine de cette fête-là, ce qui Ok. est un petit peu dit ici. Donc le jour de Saint-Étienne et de Saint Jean l'Évangéliste, 26 et 27 décembre, on élisait dans les églises cathédrales un évêque ou un archevêque des fous, et son élection était confirmée par beaucoup de bouffonneries ridicules qui leur servaient de sacre, après quoi on les faisait officier pontificalement, jusqu'à donner la bénédiction publique et solennelle au peuple devant lequel ils portaient la mitre, la crosse et même la croix archiépiscopale. On voyait les clercs parodiant le service divin, où ils n'assistaient ce jour-là qu'en habits de mascarade et de comédie. Les uns étaient masqués ou avec des visages barbouillés qui faisaient peur ou qui faisaient rire. Les autres en habits de femmes ou de pantomime. Ils dansaient des chansons dans le chœur en entrant et chantaient des chansons obscènes. Les diacres et les sous-diacres prenaient plaisir à manger des boudins et des saucisses sur l'autel, au nez du prêtre célébrant. Ils jouaient à ses yeux aux cartes et aux dés. Ils mettaient dans l'encensoir quelques morceaux de vieille savate pour lui faire respirer une mauvaise odeur. Après la messe, chacun courait, sautait et dansait par l'église avec toute d'impudence, que quelques-uns n'avaient pas honte de se porter à toutes sortes d'indécences et de se dépouiller entièrement. Ensuite, ils se faisaient traîner par les rues dans des tombereaux pleins d'ordures, où ils prenaient plaisir d'en jeter à la populace qui s'assemblait autour d'eux. Ils s'arrêtaient et faisaient de leur corps des postures et des mouvements lascifs qu'ils accompagnaient de paroles impudiques. C'est intéressant, ça explique aussi comment se déroulait cette fête des fous. Par contre, moi, je reste sur un peu ma faim. On ne comprend pas qui a instauré cette fête des fous, pourquoi et pourquoi ce nom et rendre en ridicule l'Église. En fait, c'est une manière un petit peu de désacraliser de manière gentillette la position de l'Église, en faisant en sorte que les mendiants ou les fous prennent la place de membres du clergé et inversement. Les membres du clergé deviennent des simples personnes de la populace qui regardent la population se lâcher. Ok. Mais quel est l'intérêt derrière l'objectif final de cette, ce qu'on peut appeler comme une provocation ou une façon gentille de peut-être de critiquer déjà à cette époque-là cet ordre sociétal qui n'était pas Pour moi, validé par tout le monde. Pour moi, ça doit être, comment dire, une fête destinée à faire baisser un petit peu la tension dans les rues, dans une époque où il n'était pas forcément toujours facile de bien vivre, en fait. Ok. Ensuite, mais justement, là, on a expliqué l'origine de la fête des fous. Et ce que je trouve bien dans cet ouvrage, c'est qu'on nous explique dans la première partie l'origine de grandes fêtes qui sont encore dans le canon de l'année telle qu'on la connaît. Et je vais prendre en exemple l'une d'entre elles qui est la Saint-Valentin. Les amoureux, nobles et poètes surtout, ne mettaient pas d'inscrire à leur calendrier la fête de la Saint-Valentin, le 14 février, date cristallisant autour d'un martyr de l'Église des rites de fertilité et les jeux de courtisement des jeunes Romains. Le prince-poète Charles d'Orléans s'engagea par un rondeau au service du dieu Amour le jour de Saint-Valentin, martyr, dans la cité de gracieux désirs. La fête des amoureux fut d'abord célébrée en Angleterre où le poète Chaucer associait dans le Parlement des oiseaux le joyeux concert de la jante ailée à la Saint-Valentin. Dès le XIVe siècle, le trouvère Othon de Granson
admiré par Chaucer, qui traduisit une de ses ballades, fit connaître cette belle coutume en terre d'Oil, notamment à la cour de Savoie, dans le souhait de Saint-Valentin, le seigneur poète Bressan affirme son désir de poète galant, que je fusse de madame choisi pour son servant non mis pour ami, mais que ce fût ce samedi matin, pour ce qu'il est jour de Saint-Valentin. L'usage de choisir une Valentine prétendue à honorer durant l'année se répandit dans les milieux courtois et poétiques. Instituée en 1400 dans l'entourage d'Isabeau de Bavière, la cour d'amour réunissait pour la Saint-Valentin une sorte de concours poétique appelé Fête du Puits, où de galants damoiseaux s'efforçaient de briller par des ballades amoureuses auprès de l'élu de leur cœur. Donc après, on peut voir que ce qu'on vit actuellement, il en reste encore de cette fête-là qui remonte à très longtemps. Ça remonte à... Est-ce qu'on a l'année exacte de quand est-ce que c'est arrivé cette fête? Là, ils disent en date exacte, on a 1400 et ça a commencé au XIVe siècle, à peu près dans ces eaux-là. Mais je pense que ça devait être une coutume qui a dû naître avant encore, mais simplement que ça devait pas être aussi bien daté. Oui, je pense que ça doit remonter encore plus Ouais. haut. Alors là, on va quitter le domaine des fêtes spécifiques pour voir un petit peu comment était l'ambiance des villes d'époque, ce qui faisait tourner la ville, à travers ce petit passage qui est intitulé Les cris de Paris. Véritable publicité de l'époque, les cris de la rue forment un paysage sonore où chaque métier a sa mélodie et son rythme. Dès l'aube, le valet de l'étuvier annonce que les bains sont chauds. Oyez qu'on crie au point du jour, Seigneur, car vous allez baigner, lance-t-il dans les crieries de Paris de Guillaume de Villeneuve au XIIIe siècle. Puis ne cessent les cris des petits marchands qui parcourent la ville en tous sens et animent la vie des quartiers. Le crieur de vin aile les badauds avec une clochette. Le soir, on appelle volontiers l'oublieur, fabricant de pâtisseries légères appelé oubli, qui se promène avec des corbeilles pleines de gaufres et de rissoles. Le colporteur d'oubli a la particularité de proposer ses petits plaisirs en les jouant au dé. Pour signaler son trophée, le vainqueur de la partie suspend la corbeille à sa fenêtre. Dans le dit de l'herberie, le jongleur Rutebeuf exerce sa verve pour parodier les boniments des herbiers de Carrefour. Ces vendeurs de simples pérorans, les jours de foire pour vanter leurs plantes magiques, remède à tous les maux de la virginité perdue aux hémorroïdes. À côté des annonceurs privés existent des crieurs municipaux assermentés. Ils signalent les actes officiels, les prix des marchandises, annoncent les enterrements. Le clocheteur des trépassés agite une sonnette à travers les rues pour appeler les fidèles à la prière des morts décédés la veille. La chaussée accueille aussi les exécutions capitales, spectacle fort apprécié, annoncé par les crieurs publics dont les trompettes accompagnent le châtiment. Alors, quelle est ton analyse, toi, de cette fête des cris de Paris? En fait, c'est pas une fête, c'est l'ambiance Oui. qu'il y avait dans les rues. Où en fait, ça te dit que il y avait constamment de l'animation. Ça Mhm. commençait le matin avec une personne qui disait que les bains avaient été chauffés, donc s'il voulait avoir un bain chaud le matin, il pouvait y aller. Parce que Mhm. c'était des choses qu'ils mettaient en place très tôt. Ensuite, tu as les différents marchands qui crient dans les rues pour vendre leurs marchandises. Là, il parlait aussi de l'oublieur, où en gros, c'est quelqu'un qui vendait qui vendait à la sauvette ou au dé les invendus dans les pâtisseries, pour éviter que ça se perde. Ok. Donc, il y avait déjà la notion de gaspillage. Oui. Bah, en même temps, vu comment c'était galère de faire des produits au Moyen Âge, fallait que rien ne se perde dans l'absolu. Mhm. Et ensuite, tu avais aussi les personnes qui étaient assermentées par l'État pour donner des annonces publiques. Par Ah, exemple, comme les crieurs et tout, les crieurs royaux un peu. oui, en gros, ils disent le prix des marchandises sur le marché pour que les marchands se mettent sur ces prix-là. Ok. Tu as l'annonce des personnes qui sont mortes la veille pour ensuite que les personnes qui sont proches de leur famille puissent aller à l'église pour prier pour Ok. leur enterrement, s'ils ne sont pas encore au courant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ce Euh, qu'ils disent aussi là-dessus sur les cris de Paris, c'est qu'on ne sait pas si c'était que lié à Paris ou si c'était instauré dans toute la France. c'est plus ou moins instauré dans toute la France, mais en fait, Paris, c'est la ville.
centrale de France. Ok. Même à cette époque-là, sans Euh, forcément que ce soit que c'était la capitale, elle avait déjà une importance. Depuis l'Antiquité, le centre culturel et national de la France, ça a quasiment toujours été Paris, sauf Ok. quelques exceptions près. Ensuite, je vais parler un petit peu des activités liées à la danse et à la nourriture. Elles sont souvent très liées. Le célèbre proverbe villeneuve rappelle qu'aux noces, aussitôt après avoir fait bombance, les convives avaient coutume de danser dans la rue, une cour ou une grange. D'une grande ferveur populaire, la danse était l'accompagnement de toute fête. On dansait des rondes sur les places publiques dans l'église et jusque dans les cimetières où l'on venait caroler en ribambelle parmi les tombes. Les grandes peurs du Moyen Âge s'accompagnaient aussi des moments de défoulement, de catharsis où la danse jouait un grand rôle. Les femmes apparaissaient à la tête des caroles qu'elles menaient avec entrain par les rues ou les lieux sacrés, d'où les admonestations des prédicateurs qui évoquaient la clochette du diable qu'elles portaient au cou. Pour la joyeuse fête des Brandons, premier dimanche de carême, on allumait des feux et on dansait avec des torches enflammées. Les jongleurs aussi se mêlaient de danse, exécutant parfois un ballet dont le motif était fourni par la présence d'un ours. Au son de la chevrette, cornemuse, les ménestriers scandaient les pas de la carole, de la trèche ou de la morisque. Mais le choix des danses ne faisait pas toujours l'unanimité et pouvait être source de querelles. Ainsi, un jour de fête à Vitry, certains danseurs provoquèrent une bagarre en refusant que le gai ménestrier qui cornoie d'une chevrette corna la haute danse. Donc moi, en fait, c'est un passage qui m'avait bien marqué puisque étant dans l'équipe nationale technique de danse folklorique des Scouts d'Europe, je suis amené à voir des danses traditionnelles de France. Et donc, du coup, ça t'a parlé Ouais, davantage? ouais, ça m'a parlé davantage. Là, je vais parler aussi de petites animations d'époque qui ont vu le jour au Moyen Âge, Mhm. donc notamment les marionnettes. Les représentations liturgiques qui donnèrent naissance au théâtre furent aussi le berceau des marionnettes, des figures mobiles de cire ou de bois. Les statues mécaniques donnant vie à des personnages bibliques étaient utilisées dans les mystères. Au XIIe siècle, l'Hortus Delicarum, jardin des délices, de l'abbesse Hérade de Landsberg, dont l'original a été brûlé lors de l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, montre deux bateleurs qui font mouvoir et combattre au moyen d'un fil deux chevaliers armés, le visage recouvert d'un aume. Pour l'entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris en 1389, les badauds purent assister à un spectacle de marionnettes sur la place du Châtelet. Au passage de la reine, un grand cerf blanc mu par un homme caché à l'intérieur s'échappa d'un bois, poursuivi par un aigle et par un lion, actionné aussi par des opérateurs. On voit à quel point c'était déjà très bien orchestré, que ça pouvait être aussi l'ancêtre du cinéma, puisque à la fin, quand il évoque le cerf muet et qui se fait manger par l'aigle, etc., on voit qu'il y a toute une chronologie d'action, sans Mhm. forcément de technologie ou de technique. Oui, donc alors petite coupure, en fait on accueille un nouvel invité qui arrivait un petit peu à l'improviste. Donc je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi tu nous as rejoints. Bah écoutez, moi c'est Karim, enchanté. Du Mhm. coup, en fait, moi ce que je voudrais, c'est participer, enfin, pour voir un petit peu, parce que j'ai mon ami justement Alexandre, qu'on a fait quelques scènes ensemble, et j'ai pourquoi pas éventuellement pour pouvoir voir un peu comment le projet aboutit, quoi. Mhm. Ouais. Donc voilà, tu pourras peut-être intervenir au fur et à mesure des lectures qu'on va présenter dans ce podcast. Tout à fait. Et donc, du coup, pour reprendre avant la coupure, j'étais en train du coup d'analyser quand tu as présenté justement cette fête sur les marionnettes. On a pu voir à la fin comment ça avait été orchestré et expliqué que ça pouvait être l'ancêtre, justement ce que je disais du cinéma, sans forcément avoir une technologie, mais on pouvait voir que rien qu'avec les marionnettes, il y avait déjà tout un spectacle, une scénographie et une ambiance et des émotions qui étaient transmises. En tout cas, moi, ça me fait ressentir ça à la fin, ce qu'il évoque. Ouais. Quand il y a eu le passage de la reine, je sais pas si tu... c'était pas le passage de la reine, mais c'était une dame, en tout cas de la cour importante, Isabeau de Bavière. Donc je sais pas si tu partages le même avis. En fait, là justement, on en arrive à un passage qui ressemblait un petit peu à ça. C'est le passage concernant les mystères qui est ce qui m'a le plus marqué du livre. En fait, c'est l'équivalent moyenâgeux
des grands spectacles, par exemple des concerts, des spectacles qu'on a par exemple dans les cabarets de Broadway ou des gros blockbusters qu'on connaît au cinéma. En fait, les mystères, c'était des spectacles religieux mis en scène par un ensemble de machinerie, de marionnettes et de déguisements pour représenter des scènes de la Bible. Et en fait, c'était des super productions de l'époque. Ok. Mais tu retrouvais ça aussi dans des spectacles un petit peu princiers. Un exemple que j'ai pas mis dans mes extraits mais qui m'a marqué, c'est que, il me semble que c'était pour un mariage ou une fête. Il y avait une espèce de grosse machine texturée en forme de baleine qui était arrivée dans une salle. Et ensuite, en ouvrant la gueule, t'as plein de danseurs déguisés en ondins et sirènes qui sont sortis pour faire la fête et amuser les personnes lors du banquet. Ok. Et donc, c'est pour ça que je pense que là, tu nous as évoqué les mystères, c'est peut-être pour ça qu'il parlait de liturgie. Parce que pour moi, la liturgie, là, c'est la religion et je ne comprenais pas le rapport avec les marionnettes. C'est justement de dire que c'était des spectacles liturgiques. Oui, en fait, des spectacles liturgiques parce que, parce que la plupart des pièces qui étaient jouées à cette époque-là étaient vraiment centrées autour de la religion chrétienne, donc notamment autour de la vie des saints, de passages de la Bible. Et ce qui devait être le plus marquant selon moi, c'était des passages décrivant par exemple le livre de l'Apocalypse ou retraitant du paradis et de l'enfer, avec une imagerie très forte. Ok. Et d'ailleurs aussi, moi ça me fait penser avec, les scouts. Donc moi j'ai été chef louveteau pendant cet été. On a fait justement un spectacle de marionnettes qui retraçait un petit peu toute l'histoire du livre de la jungle, donc dans l'imaginaire qu'ont les louveteaux. Et on avait fait quelques veillées justement avec des marionnettes sur la vie des saints, qui pouvaient se rapprocher d'un modèle vraiment très réduit de ce qui pouvait se passer pendant les mystères. Et ça me donnerait presque envie un jour d'essayer de réaliser un mystère vraiment d'époque, mais par mes propres moyens. Et justement, la prochaine partie traite de ça, et donc notamment tout ce qui concerne la machinerie des mystères, qui m'avait bien intéressé. Grande attraction des mystères, les artifices scéniques appelés secrets étaient fort prisés par le public. Tous les trucages sont présents dans le drame liturgique, les feintes, machines nécessaires à la pièce, sont commandées au conducteur des secrets, responsable de la machinerie. Des anges volants et un dragon vomissant du feu par les yeux et les naseaux furent le clou de la vie de Sainte Barbe, à Laval en 1493. On pourrait recréer l'arche de Noé avec tous les animaux fins, bêtes mécaniques peuplant les mystères, dromadaires articulés, lions s'agenouillant devant les saints, tigres changés en moutons, pigeons en fer blanc, se posant sur la tête du Christ. L'art des machinistes ne cessa de se perfectionner et le secret du paradis était pris pour des enchantements. Un subtil engin emporte Enoch dans l'Éden terrestre. Mystère aquatique, le vieil Testament a droit à son déluge grâce à la technique. Les secrets du jeu passent aussi par le feu et la lumière. Des langues de feu descendent sur les apôtres pour le mystère de Valenciennes. Les anges font grande splendeur de flammes. Et un peintre feintier dessine les mannequins et costumes diaboliques. L'enfer concentre les foudres et tourments de feu pour lesquels on utilise le soufre et la poix. Les volets soufflés par les canons et coulevrines ponctuant les scènes infernales causèrent l'effarement des spectateurs du mystère de l'incarnation, joué à Rouen en 1474. Et donc là, pour les personnes qui nous écoutent, je vais juste faire un petit aparté pour montrer les illustrations qu'il y a dans le livre à mes invités, qui sont souvent des tapisseries ou des estampes d'époque, ce qui aide à l'immersion du livre. D'accord. Et là, ce qu'on voit par exemple sur celle-là, c'est que les machineries représentaient des éléments symboliques liés à la liturgie et au domaine religieux de l'époque. Donc par exemple des langues de feu qui apparaissaient sur la tête des apôtres pour représenter l'Esprit Saint. Et juste avant, on a d'autres scènes, donc par exemple représentant des anges, des démons, avec une bouche béante de démons dans laquelle sortent des démons de l'enfer, qui sont costumés, et donc souvent avec des estrades avec plusieurs niveaux,
En général, pour les grosses productions, tu avais le niveau d'en bas qui représentait l'enfer, le niveau du milieu avec la terre et le niveau supérieur qui incarnait le paradis avec les anges. Donc moi je trouvais très impressionnant de voir ce genre de technique pour l'époque. Pour continuer un petit peu dans les fêtes un petit peu princières sur une coutume que j'ai pas encore évoquée jusqu'à maintenant, qui est l'homme vert, où en gros c'était une sorte d'entité un petit peu païenne, mais qui a été conservée sous le temps de la chrétienté, donc notamment autour de la fête de la Saint-Jean, où en fait c'était une coutume de se déguiser avec des éléments liés à la nature, des bois ou des feuilles, pour représenter un petit peu l'aspect animal et naturel d'un truc. Et il y a une représentation qui est tristement célèbre, c'est celle de Charles VI, il me semble qu'il était appelé le fou, mais j'en suis pas sûr. Et on va le voir un petit peu par l'extrait qui en est dit juste ici. Pour le mariage en troisième noce d'une dame d'honneur de la reine Isabeau en 1393, le roi Charles VI voulut s'offrir le divertissement d'un charivari, tandis qu'il y avait fête en l'hôtel Saint-Paul. Le roi décida de donner une mômerie, sorte de mascarade d'hommes sauvages. Lui et 5 compagnons enchaînés entrèrent masqués dans la salle de bal, sous un déguisement d'habits de lin recouvert d'étoupe, avec de la poix-résine. Ils se mirent à faire le diable à 6, menant grand vacarme, poussant des hurlements de loups et dansant la morisque, danse orientale frénétique très en vogue dans les mystères. Intrigué par ces étranges mômeurs, le duc d'Orléans, frère du roi, qui ne devait pas ignorer le projet, s'empara d'une torche pour tenter de les reconnaître. Le feu embrasa les costumes, la poix liquéfiée ruisselant sur le corps des courtisans dont 4 périrent dans d'horribles souffrances. Le roi ne dut son salut qu'au sang-froid de sa tante la duchesse de Berry, qui l'enveloppa de sa grande robe pour éteindre les flammes. Connue sous le nom de bal des Ardents, cette funeste mômerie eut d'importantes conséquences politiques. Très choqué et poursuivi par ce spectre, Charles VI décida de confier la régence à son frère, trop jeune, et à ses oncles les ducs de Berry et de Bourgogne. Donc voilà, c'est l'importance que la fête a eu sur un point de vue politique et du retentissement qu'a eu cet acte. Parce que en gros, tu as le roi Charles VI qui a voulu faire une fête en se déguisant en homme sauvage avec des partisans à lui. Mais ça a mal tourné parce qu'il y a quelqu'un qui, en voulant mieux regarder, a pris une torche et a mis le feu au costume. Donc il y en a 4 qui sont morts et le roi est devenu complètement fou et paranoïaque après cet événement-là. Ça l'a transformé. Oui, et c'est un événement qui est connu, comme dit dans le texte, comme le bal des Ardents. Une question, en fait, moi j'ai cru entendre que par rapport à Saint-Jean, c'est la fête où le feu, moi j'entends toujours la Saint-Jean, le feu, tout ça, donc c'est ça, du coup c'est venu de là, Le feu de la Saint-Jean. ouais, Oui. le concept d'avoir brûlé des personnes sans le faire exprès, sans trop le vouloir, quoi. C'est pas le truc de brûler des personnes. En fait, la Saint-Jean, le feu de la Saint-Jean, il me semble que c'est pour annoncer le jour le plus long de l'année. En fait, on fait un grand feu pour pouvoir ensuite se préparer pour les jours qui raccourcissent. Mais je pense que ce qu'il disait, c'est que du coup, maintenant, issu de cette histoire, peut-être que, et je reprends, c'est que c'est peut-être devenu une expression que quand tu brûles les gens, tu fais le feu de la Saint-Jean. C'est ce que j'ai cru entendre aussi, oui. C'est peut-être issu de ça et que ça en a fait une citation. Alors, j'ai pas eu vent de cette citation-là, mais peut-être. Heureusement pourrait qu'on être logique. ouais. Heureusement qu'on fait pas la Saint-Jean tous les ans ici. Ça Mhm. pourrait être sympa, non? Ouais. Je déconne. Donc ensuite, concernant le Moyen-Âge, il y a un aspect de la fête qui est souvent très connu, c'est un petit peu les fous et les bouffons. Et là, je vais parler d'un qui a eu une histoire assez particulière. Donc le fol prophétique de Guillaume le Conquérant. Les bouffons suivaient leur maître même à la guerre, veillant sur leur personne en véritable garde du corps. Le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, devenu célèbre sous le nom de Guillaume le Conquérant, avait à son service un fol appelé Gaulet, dont le dévouement a été immortalisé par Wace dans le roman de Roux en 1047. Les seigneurs normands avaient fomenté une conspiration contre le jeune duc. Une nuit, alors que Guillaume dormait au château de Valogne, il fut réveillé en sursaut par son bouffon, Gaulet, crié à la porte de la chambre et tambourinait la muraille de son bâton pour le prévenir de l'arrivée d'ennemis en armes. Le duc eut le temps de s'enfuir avant de gagner la bataille de Val-des-Dunes,
Le brave Gaulet n'a pas eu l'honneur, comme le nain Turold, de figurer dans la tapisserie de Bayeux. Pourtant, sans la touchante fidélité de ce folle prophétique, la fortune du futur vainqueur d'Hastings et conquérant de l'Angleterre s'arrêtait en cette année 1047, modifiant les destinées du peuple anglais. Donc je sais pas ce que vous comprenez de ce Alors, j'ai pas passage-là. tout bien compris, pour être honnête. Euh, En fait, Guillaume le Conquérant, c'est pas le roi non, j'ai dit le roi bon, de Normandie, donc c'est pas que le chevalier normand, ça? Guillaume le Conquérant, c'est, comme son nom l'indique, un conquérant qui a remporté de grandes batailles et qui a été un personnage très important de la période moyenâgeuse. Et là, en fait, ce qui est dit dans cet extrait, c'est que les bouffons et les fous du roi ils accompagnaient leurs seigneurs partout pour pouvoir à la fois les égayer et les servir. Et là, justement, le fou dont il est question, Gaulet, comme dit dans l'extrait, en gros, il a entendu des assassins venus pour tuer Guillaume. D'accord. Donc il l'a prévenu et il a eu le temps de s'enfuir grâce à son intervention. Donc, on peut dire que finalement, il a eu un rôle important, ce fou, et qu'il a sauvé son roi. Oui, Et qu'il n'a pas été là que pour divertir ou être une personne, si on peut dire, débile. C'est ça doit être ça, je pense, ouais. oui, il lui a sauvé la vie. D'une pierre deux coups, et vraiment, voilà, il a sauvé Ouais. la vie, du coup, vraiment, pour un fou, franchement, il a sauvé un petit peu l'histoire, on va dire. Ouais. C'était des personnes très dévouées envers leur seigneur, mais qui avaient un rôle spécifique. Mm. Là, avant-dernier extrait que je vais vous dire, ça concerne ce qu'ils appellent les hénins. En fait, c'est les coiffes des dames du Moyen Âge. Ah Donc oui, celles qui ressemblent un petit peu à des plots de chantier, si vous oui, pouvez j'ai voir. l'image. Ah, d'accord, ok, je comprends. Ouais. D'accord. C'est là, il faudrait pas du feu. Hein. Ouais, mais Elles auraient pas dû faire le feu des ardentes. mais justement, en fait, c'est un passage qui m'a intrigué à la fois pour l'aspect historique et l'origine de ces coiffes-là, mais aussi parce que c'est un petit peu comique. D'ailleurs, justement, quelle est l'origine de ces coiffures-là? On va en parler. Ok. Pour les fêtes et mariages, les grandes dames ont recours au service d'une atourneresse, coiffeuse ou modiste confectionnant de riches couvre-chefs. Dans une ballade de 1393, Eustache Deschamps blâme les femmes pour porter des cornes comme font les escargots. Sous l'influence d'Isabeau de Bavière, les atours de tête prennent de la hauteur, annonçant l'avènement de l'extravagant hénin en forme de cornet. Au XVe siècle, les dames arborent volontiers un hénin d'1 mètre, pointu comme un pain de sucre, peu pratique pour passer à cheval sous les arbres ou entrer dans un logis trop bas de porte. Le règne d'Agnès Sorel marque l'apogée de la pompeuse hauteur. Le chroniqueur Georges Chastelain se désole de voir la maîtresse de Charles VII porter plus haut à Tours qu'à demi robe plus coûteuse et découvrir les épaules et le sein jusqu'au tétins. Donc là, en gros, ce qu'ils disent, c'est que les coiffes des dames de cette époque étaient tellement grandes qu'elles étaient sujettes à moquerie. Donc il y en a un qui compare ça à porter des cornes comme ce que font les escargots. D'accord. Ah, ok. Oui. Et aussi que avec ce genre de coiffe, c'était difficile de faire du cheval pour pas se cogner la coiffe dans les arbres ou avec les hauts de porte. Et la comparaison avec la maîtresse, j'ai pas bien compris. En gros, c'est que plus tu avais une grosse coiffe, plus tu étais considéré dans la société. Ce qui est un petit peu rejoint la coutume des très grandes coiffures qu'on voit à l'époque de la Renaissance, donc typiquement de l'époque de Marie-Antoinette, ce genre de coiffure-là, où en fait, quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans la biographie de Marie-Antoinette, justement, c'était que les portes avaient dû être détruites puis reconstruites pour pouvoir faire passer la tête des dames parce que leur coiffure était trop haute. D'accord. Mais c'est en gros, elle passait pas dans l'encadrement des portes, donc il a fallu détruire et construire des portes pour en faire des plus grandes. Mais par contre, il n'explique pas l'origine de cette coiffe. D'où c'est venu. Ils disent que ça a été inspiré par Isabeau de Bavière, mais ils disent pas d'où ça vient. Pourquoi il y a eu, alors que dans d'autres périodes, moyenâgeuses ou non, on a vraiment la vraie origine des coiffes des femmes.
Ouais, bah en fait, ça doit juste être un effet de mode, tout comme les effets de mode qu'on a de maintenant. C'est juste que ça devait être autre chose. Je Là, pense. les effets de mode pour montrer que une femme est belle, ça passe surtout par la plastique, donc se refaire le visage, avoir des formes volumineuses. Et bah là, en fait, c'était la taille de la coiffe qui importait pour montrer que t'es sexy. Parce que finalement, on écoute ce qu'il dit, c'était plutôt contraignant que beau. Parce qu'en fait, par rapport à la coiffe, il fallait casser les murs. Il fallait plutôt couper les cheveux. C'est mieux que de casser les murs. C'est pour ça que je dis que finalement, au lieu que ce soit beau, c'était plus contraignant. Une coiffe a rendu juste contraignant parce qu'il fallait carrément casser une porte. Ouais, bah après, les motifs contraignants, t'as par exemple les femmes aujourd'hui qui portent des talons, c'est ultra contraignant, mais par contre, c'est vu comme étant classe dans de nombreuses situations. Alors que c'est contraignant, bah, c'est un peu la même logique ici. Et vous pouvez pas faire des squats pour passer. Bah Mais Ouais, avec, c'était pas avec, c'était un petit brin d'humour. C'était pour ça, bah c'est oui, pour, bah, c'est un petit pour brin passer. d'humour, mais c'est avec les robes qu'elle devait se taper, ça devait Ouais, pas c'est être vrai. évident non plus. Alors, T'as s'il fallait casser les murs à chaque fois pour se coiffer. Mhm. Ouais. Je vais passer au dernier extrait. Qui concerne les machineries un petit peu hydrauliques plus complexes que ce qu'on voudrait bien penser au Moyen Âge. Le parc de l'étonnant château de Hesdin, dans le Pas-de-Calais, était pourvu d'engins pleins de fantaisie. Au XIIIe siècle, Robert II d'Artois y avait conçu, à l'image des jardins orientaux vus à Palerme, une sorte de verger courtois parcouru de volières, fontaines et automates hydrauliques. Sa fille Mao d'Artois agrémente la galerie du château par le miroir des engins, dont les réfractions déformantes sont un étonnement pour l'œil. Devenus seigneurs de Hesdin, les ducs de Bourgogne restaurèrent les machines. Sous le charme de cette mise en scène, Philippe le Bon l'enrichit pour en faire un décor à grand spectacle à sa mesure. Il confie à Collard le voleur, son peintre favori, le soin de transformer le lieu en une sorte de palais des enchantements, avec une surprenante galerie piège meublée d'ingénieux automates et de jeux d'eau. Un ermite de bois qui parle accueille le visiteur, puis se trouve un engin pour mouiller les dames par-dessus et un miroir où l'on voit plusieurs duperies. Une autre machine fait choir grande abondance d'eau sur les gens, tandis que trois autres conduits et blanchissent de farine. Un nouvel automate fait pleuvoir, tonner et neiger à profusion. Ceux qui veulent se protéger tombent dans un sac plein de plumes, posé sur un lutrin. Un livre de ballade se met à cracher de la suie dès qu'on tourne les pages. Enfin, un personnage de bois sonne de la trompe pour avertir de quitter les lieux au nom du duc. Après le passage d'un pont périlleux, les hôtes accèdent à d'immenses parcs agrémentés d'un labyrinthe de volières et d'une ménagerie d'animaux étranges. Le maître d'océan a aussi imaginé pour son lieu de plaisance une maison tournante sur quatre roues, à l'image de la voûte du ciel, avec ses trésors d'art et ses engins d'esbattement. Le puissant Philippe le Bon avait les moyens d'émerveiller ses hôtes les plus prestigieux, comme le roi Louis XI, reçu à Hesdin en 1463. Ben, on va dire que la mécanique, c'est pas vraiment le mécanisme, c'est surtout l'animal qui pousse à. C'est l'animal qui actionne le mécanisme. Ouais, c'est ça. Mais c'était étonnamment bien intriqué pour l'époque, vu qu'on a des machines qui permettaient de produire et même d'arroser d'eau les gens. Ouais, un des trucs les plus impressionnants que j'avais lu dans cet extrait, c'est que tu as un automate qui était capable de parler en produisant des sons pour l'époque. T'imagines un petit peu la mascotte de Mickey Mouse qui te donne, enfin qui te fait le bonjour en entrant sur la propriété du duc. ok. Ah, ça existait, ça, d'accord, ok, mais c'est pas mal. Bah, apparemment oui. C'est original de voir ça. J'ignorais, toi, En comme soi, quoi. tout est issu du Moyen-Âge, hein, tout ce qu'on a. Bah pas forcément, On n'a pas forcément inventé l'eau chaude. pas forcément tout, C'est ça. Ni le mais tiède. mais ouais, mais enfin dans les jardins des seigneurs, tu pouvais avoir aussi des volières donc avec plein d'oiseaux de proie pour pouvoir chasser et aussi des bêtes étranges comme ils disent. Donc par exemple, je me souviens avoir vu dans ce livre-là que tu avais un seigneur qui, qui avait des lions en captivité et donc qu'il avait ça dans son jardin. Donc tu avais aussi des montreurs d'ours, des personnes qui avaient des singes, des animaux un petit peu exotiques. Ok.
Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce livre-là. Je te laisse présenter maintenant, Lumna, le livre que tu avais envie de dont tu avais envie de nous parler. Oui. Du coup, le livre que j'avais envie de vous parler, c'est La femme indépendante, extrait du Deuxième sexe, et plus exactement, ce livre que j'ai, c'est le deuxième volume, parce que le Deuxième sexe a dû faire plus de 500 pages. Et là déjà, celui-ci, c'est 135 pages, et c'est le volume 2 du Deuxième sexe qui a été écrit par Simone de Beauvoir. Et justement, elle était agrégée de philosophie. Pour ceux qui ne connaissent pas, unie de longtemps à Jean-Paul Sartre par un long compagnonnage affectif et intellectuel. Et c'était déjà une relation qui était controversée à l'époque, puisqu'il faut préciser que c'était dans les années 1900, sans mariage, mais une relation qui a été sur le plan intellectuel et qui l'a rendue femme indépendante, justement, d'où le propos qu'elle a essayé de chercher à expliquer qu'est-ce que c'était une femme libre, et qui a été le premier, si on peut dire, premier exemplaire pour tout féminisme et militantisme par la suite. Et donc du coup, le deuxième sexe, il a été paru en 1949, on en parlera. Il était inscrit dans les ouvrages interdits par l'Église. Et donc, pour débuter, avant de parler des passages importants, vous lire la quatrième de couverture, puisque c'est vraiment le propos complet de tout le livre, puisqu'elle pose la question de c'est quoi une femme et pourquoi la femme, on l'oppose à l'homme, alors qu'elle en parlera biologiquement et sur le plan liturgique, si on en revient à la religion. La femme est bien issue, en tout cas pour ceux qui y croient, est bien issue du flanc de l'homme. En tout cas, elle a été créée comme ça par Dieu, donc normalement, elle est son complément, elle est même son équivalent, son égal, et pas du tout, comme elle le dit, pourquoi on dit que l'homme, c'est l'homme, le sujet, et la femme, c'est l'autre. Donc, Ouais, alors justement par rapport à l'image que tu as dit, ça semble énormément contradictoire ce qu'elle dit là, parce que dans le sens où la femme est l'égale de l'homme, pour moi, l'exemple qu'elle a choisi il est un peu désastreux, parce que l'exemple de la Bible, c'est de dire que oui, en fait, la femme est née de la chair de l'homme, donc que c'est quelque chose qui le complète, mais pas forcément son égal à proprement parler à ce moment-là de... Donc pour moi, alors, c'est pas le meilleur exemple qu'elle aurait Alors, pu choisir. je suis d'accord, oui et non, mais on en parlera avec les passages aussi que j'ai choisis, où justement elle dit que à l'époque où elle a écrit, et c'est pour ça que malgré tout, il a quand même été controversé, interdit son ouvrage, alors qu'elle a pris des pincettes et elle a formulé, elle était obligée de faire des retours en arrière en disant, moi je vous présente la femme comme complémentaire, mais malheureusement la femme est dévouée à sa maternité, est dévouée à son sexe non égal, alors qu'en fait, et même elle parle tout au long de l'ouvrage, qu'est-ce qu'une femme? Et même elle Mhm. va venir questionner qu'en fait un homme peut être une femme à partir du moment où il a une part de féminité. Ouais. C'est quand même assez logique qu'elle utilise ce sujet-là et ce sujet biblique, parce qu'en fait, elle nous ramène à notre propre existence, qu'on est tous descendants de Ève et d'Adam, et que dans cette descendance-là, dès le début du point zéro, on a été séparés alors qu'en fait, on est issus du même corps. Mhm. Et donc pourquoi toujours, et tout au long de la vie de l'humanité jusqu'à 2026, Mhm. jusqu'à présent, on nous oppose alors qu'on est ici du même corps biologique. Mhm. Donc pour moi, c'est Ouais. très logique qu'elle utilise cet exemple-là. Bah, après aussi, tu disais que c'est un livre qui a été interdit à une certaine époque. Après, j'ai envie de dire que ça veut un peu tout et rien dire, parce que par exemple, tu as Madame Bovary qui a été interdit à son époque, donc de Gustave Flaubert. Un livre que j'ai pas encore lu mais que je compte lire. euh, et aujourd'hui, c'est un immense classique de la littérature française. Oui, mais parce que Après, tout dépend les raisons et le contexte de l'interdiction du livre. elle a réussi, ce que tu disais, la personne que tu évoques, elle a réussi parce qu'elle s'est fait passer pour un homme. Là où Simone de Beauvoir a pris le parti pris d'assumer, elle savait très bien que son livre Attends, n'allait qui s'est pas... fait passer pour un homme? Celle que tu as dit juste avant, Madame de Bovary, je crois. Non, Madame Bovary, c'est le nom du livre.
Oui, Et mais Gustave Flaubert, c'est un homme, donc il n'a pas eu besoin de se faire passer pour un non, homme. bah, je pense C'est, à un autre où elle s'est fait passer pour un homme pour non, c'est que George Sand. voilà, pour que son livre soit passé, alors que le propos de Simone de Beauvoir, c'est d'assumer un ouvrage qui allait forcément être controversé et de se dire je suis une femme et pourtant je sais que l'Église va me l'interdire, mais je vais quand même vous dire. Et justement, les gens, j'en reviens et je cherche mes notes pour vous expliquer aussi justement pourquoi ça avait été interdit. En fait, elle remettait en question le modèle transmis par l'Église. Parce que pour l'Église catholique, et notamment le Vatican, puisque c'était le Vatican plus exactement en 1956 qui a inscrit ce livre. À partir du moment qu'il y a l'Église catholique, c'est Oui, plus ou mais moins là, le Vatican en fait. mais ce que je veux dire, c'est que ça en est arrivé jusqu'à ce que ce soit le Vatican qui l'interdise. Et pourquoi? Parce que justement, l'Église reprochait à Simone de Beauvoir sa critique du mariage traditionnel, la défense de l'autonomie des femmes. Pour eux, la femme, fallait qu'elle soit juste une épouse, une mère, et qu'elle ne réfléchisse pas, qu'elle n'aille pas à l'école, qu'elle ne soit pas indépendante. Donc en fait, là, Simone de Beauvoir leur donnait à disposition le livre qui allait leur permettre de entre guillemets, se révolter contre leur famille et leur mari. Donc ça leur faisait peur, C'est vrai cette qu'il y a une vision époque, ouais, existentielle. il y a une époque entre les années entre 40 et 60, la femme avait un petit peu du mal. C'était, enfin, pas un peu du mal, on le poussait pas à rejoindre la vie active dans la société, donc C'est ça. à rester à la maison pour, Ça, pour en l'homme, fait, t'as l'Église qui s'est dit attends, comment ça, les femmes maintenant elles peuvent avoir plus de personnalité qu'un paillasson c'est Exactement. En fait, Ah oui. elle donnait du pouvoir à la femme si tu lisais ce livre, sans forcément dire qu'elles allaient aller jusqu'à la révolution, elles allaient réfléchir sur leurs conditions de la femme et de se dire, bah, en fait, ce que je vis et ce que m'impose l'Église, ça ne me convient pas. Donc, automatiquement, ça allait créer que la femme, elle va se... Et c'est ce que ça fait, ce livre. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment le propos qui a fait qu'après, il y a eu du féminisme, il y a eu les droits des femmes, il y a eu tout le militantisme féminin. Ouais. Et pour conclure sur ce que ça avait posé comme problème à l'Église, c'est qu'en fait, pour cette Église, pour eux, en fait, la famille, elle reposait sur une complémentarité entre les sexes, voulue par Dieu. Alors que, en fait, Simone de Beauvoir, elle disait bah, que ces rôles, ils n'étaient pas entièrement naturels. C'était pas forcément, même si, tu vois, et c'est là où je te rejoins sur le côté contradictoire, même si dans son ouvrage, elle va parler de la religion et de dire que c'est issu de là, en même temps, elle dit, mais en fait, si on enlève la religion, la femme, elle est comme ça, et l'homme, il est comme ça. Et ça, en fait, pour l'Église, ce n'était pas entendable. Ouais, bah parce que j'imagine que dans le livre, je l'ai pas lu, enfin j'ai lu aucun livre de Simone de Beauvoir jusqu'à présent. Mais elle doit parler de beaucoup de stéréotypes liés à la féminité, mais tu as aussi beaucoup de stéréotypes qui sont liés à la masculinité. L'homme doit être fort, il doit Mm, provenir aux besoins de sa famille, un homme c'est ne ça, pleure pas en public, un homme ne montre surtout pas ses sentiments de manière exactement. exhaustive en public. Donc, voilà, plein de stéréotypes Mm, qui mm. donnent un homme idéal et une femme idéale, C'est ça. Et selon surtout certains que son critères. propos, c'était justement de dire, en fait, tout aussi tout cet ouvrage, et que je disais que c'était un support pour elle, son compagnon de l'époque, Jean-Paul Sartre, c'est lié à une discussion où il lui a dit, mais en fait, c'est quoi une femme? Et elle s'est dit, bah, en fait, on ne sait pas, même nous, en tant que femmes, et pour aussi, et ça j'appuie, même en 2026, à l'heure actuelle, je peux dire qu'avec mes amis, des fois, on se questionne sur notre condition d'être une femme. Donc Mhm. même encore en 2026, on se demande ce qu'est une femme, ce qu'on attend de nous en tant que femme, et pourquoi on peut dire qu'une femme peut avoir une part de masculinité, et pourquoi un homme peut aussi avoir une part de féminité sans le rendre sexe faible. Mhm. Si on peut dire qu'il y a un sexe faible ou un sexe C'est vrai fort. que je rejoins ce qu'elle a dit, c'est une bonne question. Même actuellement, je pose des questions. Bon, je sais, pour le moment, je te dis la vérité, je sais pas comment répondre. Parce que c'est vrai que cette question, il faut se la poser. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? C'est ça. Et puis surtout aussi, il faut se dire que cet ouvrage, quand je disais qu'il a vraiment été fondateur pour le féminisme, c'est qu'il a été aussi repris, ça peut être aussi important pour nos auditeurs qui écoutent, c'est que ça a été repris plus tard par Gisèle Halimi, qui fait partie avec Simone Veil, pardon, je confonds avec les deux Simone, qui ont été signataires du pacte pour l'avortement. Mhm. Et c'était en 1980, donc il y a eu 30 ans d'écart.
si on peut comparer. Et pourtant, elles se sont basées sur justement cet ouvrage. Et c'est dit vraiment dans l'introduction de ce livre que ça a été fondateur de toutes les demandes et les devoirs et le changement sociétal de la femme. Mhm. Donc, c'est vraiment important de le dire. Et justement, dans cette quatrième de couverture que je vais lire, comme tu as pu faire pour ton ouvrage, on voit cette dualité et ce conflit intérieur qu'elle a de dire, mais pourquoi en fait, forcément, la femme, on dit qu'elle est ça et l'homme, il est ça. Donc, justement, elle dit, la femme a toujours été, sinon l'esclave de l'homme, du moins sa vassale. Les deux sexes ne se sont jamais partagé le monde à égalité. Et aujourd'hui encore, bien que sa condition soit en train d'évoluer, la femme est lourdement handicapée. En presque aucun pays, son statut légal n'est identique à celui de l'homme et souvent il la désavantage considérablement. Donc elle pose vraiment le propos que c'est pas lié à une culture, c'est pas lié à une religion, c'est pas lié à un pays, c'est que dans le monde entier, la femme a toujours été catégorisée à une position qui n'est pas celle-ci. Et l'homme aussi. Et justement, j'ai un passage important où on a... Juste oui. aussi, si je pouvais rebondir sur certains points que tu as évoqués, c'est le fait que la femme soit la vassale de l'homme, ou son esclave, ou un truc comme ça. J'aimerais rebondir aussi sur le fait que même si Simone de Beauvoir, c'est Simone de Beauvoir? Oui, Simone de Beauvoir. Même si Simone de Beauvoir a été une pionnière du féminisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, elle n'est pas exactement la première non plus. On peut remonter jusqu'au siècle des Lumières avec Olympe de Gouges, qui, si je dis pas trop de conneries, avait écrite la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et vu que c'était la Révolution française, c'était pas forcément très bien terminé pour sa gueule, vu que il me semble qu'elle a fini décapitée, si je dis pas trop de conneries. Qui? Olympe de Gouges. Oui, si, elle a fini pour sa déclaration des droits de la femme et du citoyen, elle a fini la tête coupée. Et justement, elle avait dit, quand elle s'est fait couper la tête, c'est liberté aux femmes. Et maintenant, ce qui est aussi... ce qui est aussi dérisoire, c'est de se dire que maintenant son buste, parce que pour y être allé à cet endroit-là, je l'ai vu, son buste est posé sur l'Assemblée nationale et j'avais discuté avec la présidente actuelle de l'Assemblée nationale, elle disait qu'en 100 ans, c'était dérisoire, que c'était la deuxième femme à occuper ce poste. Mhm. Donc en 2026, on en était encore à ce que les femmes Ouais. doivent se battre. Et puis aussi, ouais, en ce qui concerne le fait que la femme a toujours été inférieure à l'homme, il y a un dicton qui est assez connu, qui dit que derrière tous les grands hommes se cache une femme. Et c'est quelque chose qui est souvent repris, donc par exemple dans des biopics ou des autobiographies qui montrent un petit peu la femme cachée derrière un grand homme. Et pour moi, ça montre que les femmes ont eu une forme de pouvoir au sein de l'histoire, mais pas forcément aussi officielle que celle des hommes. On peut prendre par exemple les maîtresses de Louis XIV ou les femmes à la cour pendant la Renaissance, le début des temps modernes, où en fait c'était les femmes qui tenaient un petit peu les hommes, qui avaient beaucoup d'influence sur eux. On peut prendre l'exemple du Barry, qui à l'époque de l'entrée de Marie-Antoinette à la cour de Louis XV et Louis XVI, avait énormément de pouvoir. Et on peut prendre un exemple un peu plus concret et qui est de l'autre côté, pas de la France mais des États-Unis, où Michelle Obama avait répondu à Barack Obama lorsqu'il déjeunait dans un restaurant où il lui a dit c'est ton ex-petite amie qu'on voit. Elle lui dit mais tu vois le restaurant qu'il a su gérer tout seul. Elle lui dit c'est pas... en fait, je sais plus comment c'était, j'essaie de me ressouvenir, où il disait mais tu te rends compte finalement, tu m'aurais pas épousée, tu aurais été son épouse à lui, et tu aurais été dans le resto. Elle lui dit non, mais en fait, Barack, tu n'as pas compris. Il aurait été à ta place parce que c'est moi qui ai fait de toi un président. Ah, c'est beau ça. Et tout le monde le reprend, et même lui, elle l'a repris. Il dit ma femme avait raison, derrière chaque grand homme se cache une femme. On le voit aussi, même si on peut décrier Donald Trump. Celui qui fait Donald Trump, c'est Melania Trump derrière. Les femmes, Ouais, vas-y. moi je trouve qu'actuellement, actuellement, même en tant qu'homme,
Je trouve que la femme fait aussi le travail de l'homme parce que c'est un peu notre repère, que sinon, sans la femme, on est perdu, on est plus guidé, on sait plus où se mettre. Du coup, des fois, on se renseigne par rapport à la femme. Donc, la femme, par rapport à l'homme, je pense elle a aussi elle est plus expérimentée que nous, on va dire. Et puis, il faut pas dire, c'est que chaque homme sort du ventre d'une femme. Que ce soit un sexe féminin ou un sexe masculin. Oui, oui. Après aussi, moi, Donc, c'est il prend la biologie de la femme. Exactement. moi, c'est un passage de Camelot qui m'avait bien marqué Ah, et Kaamelott, j'adore ça. qui m'avait, enfin, et qui rejoint un petit peu ce qu'on nous disait. C'est Léo Dagan qui parle avec Dame Célie. Et où en fait, t'as Léo Dagan qui dit bon, moi je suis quand même le roi de Carmélite, machin et tout. Et t'as sa femme qui lui répond oui, mais enfin bon, si tout se passe bien, c'est parce que tout le monde sait que c'est moi qui gère en arrière-boutique. Très bel exemple. Exactement. Très bel exemple. C'est un bon exemple. Bon, pour en revenir à notre ouvrage et pour reprendre le propos que je disais, justement, en fait, dans son introduction, je vais lire le passage, on voit bien qu'elle a précisé que c'était difficile d'écrire ce livre et d'écrire ce que c'était une femme et le rôle de la femme. Donc, elle précise, elle dit, il est des livres qui arrivent à point nommé, ils constituent un précipité des idées de leur temps, tout en ouvrant des horizons parfaitement nouveaux. Ils nomment ce qui se trouve communément partagé, mais ils appellent à sa mise en examen, puis à son dépassement. Leurs auteurs rendent compte d'observations précises, mais ils sont également capables de créer les outils conceptuels qui vont servir à critiquer ce dont ils ont fait le constat. Le deuxième sexe est de cela, tout dans la démarche de Simone de Beauvoir qui vient d'être évoquée, dans son parcours à la fois hasardeux et déterminé, y conduit comme naturellement. Voulant parler de moi, je m'avisai qu'il me fallait décrire la condition féminine. Je tentais de mettre de l'ordre dans le tableau, à première vue incohérent, qui s'offrait à moi. En tout cas, l'homme se posait comme le sujet et considérait la femme comme un objet, comme l'autre. Je m'étais mise à regarder les femmes et j'allais de surprise en surprise. Autre passage dans le Attends, même... juste. Donc là, c'était quoi le propos de ce passage? Le propos, c'était d'expliquer justement quel était le but, l'objectif et l'intérêt de l'ouvrage du deuxième sexe. Donc quel est le but? Voilà. Exactement. Et de poser le postulat qu'effectivement l'homme était le sujet et la femme, l'autre, l'objet en fait. Ok. Et par contre, c'est peut-être moi enfin, j'ai l'impression qu'à un certain moment, elle parlait d'elle à la troisième personne. Non, c'est que justement, en fait, c'est le livre, c'est pas comme là, c'est un résumé et ce sont des extraits. Ce n'est pas vraiment dans tout le long de la lecture, ce n'est pas que Simone de Beauvoir qui écrit. On a quelqu'un qui commente et en fait qui explique. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a de la lecture et après, il reprend ce que Simone de Beauvoir a dit dans ce volume-là. D'accord. Ça peut être assez perturbant. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai essayé de virer de ma bibliothèque les livres qui sont des extraits de livres assez conséquents pour ensuite pouvoir m'acheter les versions intégrales. Comme ça, pour pouvoir Je suivre comprends. de bout en bout. Donc, Et là, c'est un pour avis le personnel. coup, c'est vraiment Simone de Beauvoir qui parle. Mais j'ai longtemps, donc ça c'est son introduction, j'ai longtemps hésité à écrire un livre sur la femme. Le sujet est irritant, surtout pour les femmes, et il n'est pas neuf. La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre à présent, elle est à peu près close. N'en parlons plus. On en parle encore cependant, et il me semble pas que les volumineuses sottises débitées pendant ce dernier siècle aient beaucoup éclairé le problème. D'ailleurs, y a-t-il un problème? Et quel est-il? Y a-t-il même des femmes? Certes, la théorie de l'éternel féminin compte encore des adeptes. Ils chuchotent. Même en Russie, elle reste bien femme. Mais d'autres gens bien informés, et les mêmes aussi quelquefois, soupirent. La femme se perd, la femme est perdue. On ne sait plus bien s'il existe encore des femmes, s'il en existera toujours, s'il faut ou non le souhaiter, quelle place elles occupent en ce monde, quelle place elles devraient y occuper. Où sont les femmes? Demandait récemment un magazine intermittent. Donc c'était apparemment franchise et la personne c'est écrit dans le livre qui était morte à l'époque où Simone de Beauvoir écrivait, évoquait ce magazine. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une femme? Tota mulier in utero sin matrice, dit l'un. Cependant, parlant de certaines femmes, les connaisseurs décrètent ce ne sont pas des femmes, bien qu'elles aient un utérus comme les autres. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui comme autrefois à peu près de la moitié de l'humanité et pourtant on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte.
Soyez femme, restez femme, devenez femme. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. Il lui faut participer de cette réalité mystérieuse et menacer qui la féminité. Celle-ci est-elle sécrétée par les ovaires ou figée au fond d'un ciel platonicien? Suffit-il d'un jupon à froufrou pour la faire descendre sur terre? Bien que certaines femmes s'efforcent avec zèle de l'incarner, le modèle n'en a jamais été déposé. On la décrit volontiers en termes vagues et miroitants qui semblent empruntés au vocabulaire des voyantes. Au teint de saint Thomas, il apparaissait comme une essence aussi sûrement définie que la vertu dormitive du pavot. Alors ça, pour nos auditeurs, je ne l'avais pas compris et en cherchant l'explication, il est évoqué apparemment dans des textes de la Bible par saint Thomas que le pavot, issu de l'opium, donc une drogue, servait comme vertu dormitive, donc à apaiser. Et en fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les hommes partent du postulat de connaître déjà la femme, sa condition et ce qu'elle doit être, et de faire du simpliciste et des conclusions hâtives. Mhm. Et justement, le fait que tu n'aies pas compris de base, selon moi, c'est peut-être un signe qu'elle aurait pu choisir, comment dire, un comparatif un peu plus évident pour mettre Oui, en elle avant aurait pu vulgariser à ce moment-là, ou alors expliciter la référence, puisqu'il a fallu, moi, en tant que lectrice, que j'aille chercher pour Mhm. comprendre le sens. Et encore même en cherchant, il m'a fallu une deuxième explication pour comprendre. Oui, et puis aussi, vu que le terme a été sorti et que avant que l'on tourne, tu m'en avais parlé, c'est le terme femelle que tu trouvais un petit peu déstabilisant Alors, je pour vais je vais être pour plutôt ça. claire, dérangeant, et qui me dérange encore, même en le lisant. Parce que ça me dérange d'être, moi qui suis une femme, d'être comparée à une femelle. Ouais, je comprends ce point de vue-là. Et enfin, même si je tiens à dire que techniquement, c'est pas faux, c'est, comme tu le dis, dérangeant et déstabilisant à entendre dans un discours tel que celui-là. Surtout un discours proto-féministe dans la Mais forme. après, pour mieux comprendre le propos de son livre, c'est qu'elle a voulu associer à la fois ceux qui ont la croyance liturgique que du coup on descend de l'homme et que Dieu nous a fait hommes et femmes, L'homme descend mais, du singe et le singe de mais l'arbre. qu'il y en a certains qui peuvent croire aussi à ce côté animal, mammifère, femelle, mâle, et donc du coup elle a voulu à la fois associer la religion et associer la biologie, le côté scientifique. Mhm. Donc ça peut se comprendre, même si c'est dérangeant. Et donc, du coup, elle dit que s'il n'y a plus aujourd'hui de féminité, c'est qu'il n'y en a peut-être jamais eu. Donc, en fait, vraiment, le propos, et je vais parler d'un autre passage, et ensuite une analyse un peu plus poussée, mais justement, elle parle de ça. Elle parle de cette femelle. Pour elle, en fait, la femelle est femelle en vertu d'un certain manque de qualité, apparemment, disait Aristote. Nous devons considérer le caractère des femmes comme souffrant d'une défectuosité naturelle, et saint Thomas, à sa suite, décrète que la femme est un homme manqué, un être occasionnel. C'est ce que symbolise l'histoire de la Genèse où Ève apparaît comme tirée, selon le mot de Bossuet, d'un os surnuméraire d'Adam. L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. Donc même là, en fait, par l'existence première, on ne peut pas dire que la femme est indépendante et autonome parce qu'elle n'a pas été créée toute seule par Mhm. Dieu, mais elle est issue de l'homme. Mais si on en questionne, et pour ceux qui y croient et qui connaissent vraiment cette histoire d'Adam et Ève, c'est Dieu qui a créé l'homme, et Dieu pensait que Adam allait se suffire à lui-même. Sauf que Adam a pleuré et a demandé de la compagnie. Donc Dieu a créé à son image Ève. Mhm. Et pour lui montrer que Ève avait besoin de l'homme, il l'a créée près du cœur et de son flanc. Mhm. Donc, en fait, la création de l'homme, de la femme, pardon, est d'une beauté sans nom. Sauf qu'il y en a, liturgiques de toute religion commune, voient du négatif et veulent dire que la femme est tordue, la femme est pécheresse, et parce qu'elle est sortie du flanc et a poussé Adam du paradis. Mhm. Ouais, c'est en termes de symbolique plus pertinent d'aborder l'histoire d'Adam et Ève dans ce sens-là, à mon sens. Et donc, pour vraiment refaire, parce que je ne vais pas non plus citer tout le livre, pour vraiment faire un résumé peut-être
auditeurs et pour donner envie de lire cet extrait, il faut savoir qu'en fait, ça a vraiment été bien structuré, le livre. À la fois, elle va parler de c'est quoi la femme pour elle, qu'est-ce qu'est l'homme, la femme, l'autre. Ensuite, elle va parler de la biologie. Pour elle, elle va dire que c'est pas la biologie qui va définir une femme. Pour elle, en fait, le fait qu'une femme puisse enfanter n'explique pas pourquoi on attend d'elle qu'elle soit douce, discrète ou qu'elle reste à la maison. Donc, elle questionne le rôle de la femme. Après, elle va parler justement de ce côté que la société a construit une partie de l'identité féminine. En fait, on sait ce qu'est une femme, ce qu'elle doit faire, parce que c'est la société qui l'a décrété. Mais en soi, il n'y a jamais une femme qui s'est posée, qui s'est dit pourquoi je suis femme, pourquoi j'ai été créée femme et c'est quoi une femme. Et dans cette partie-là, elle va justement mélanger l'éducation, la famille, la religion, les traditions et la culture qui vont Mhm. vraiment apprendre aux femmes à se comporter d'une certaine manière dès l'enfance. Et c'est pour ça que il y a une phrase qui est hyper connue de sa part et qui est issue de cet ouvrage, c'est on ne naît pas femme, on le devient. Mhm. Et du coup, en fait, en lisant cet ouvrage, on comprend vraiment pourquoi elle dit ça. Et en fait, autrement dit, en fait, on ne naît pas avec un caractère féminin déjà défini. C'est qu'il y a une grande partie de ce que l'on considère comme féminin qui est construite par la société. Et ensuite, elle va parler de tout ce qui est liberté, indépendance, donc de travailler, de gagner son propre argent, penser par elle-même, choisir sa vie. Donc on peut en comprendre pourquoi ça a été Mhm. controversé par l'Église et par le danger des maris qui épousaient ces femmes qui pouvaient réfléchir par Mhm. eux-mêmes et se dire mais en fait j'ai peut-être plus besoin de toi et me rendre autonome financièrement. Mhm. Après, si je devais exposer un petit peu mon avis sur certains trucs qui sont dits dans ce livre, donc par exemple sur le fait de pourquoi les femmes sont idéalisées d'une certaine façon, cette douce, rester à la maison, ce genre de choses. Je pense que ça déjà c'est un comportement pour rejoindre un petit peu l'aspect lié à la biologie et l'histoire évolutive qui est évoquée dans le livre, qui peut être relié à nos instincts primaires et la perpétuation de l'espèce. C'est pourquoi est-ce que on pourrait attendre d'une femme qu'elle reste tranquille à la maison et soit douce? Parce qu'il faut protéger l'enfant qui est porté par la mère. Oui, mais c'est ce qu'elle explique également, c'est qu'un homme peut être doux s'il écoute sa féminité. La douceur ne vient pas du sexe féminin. Oui, bah, un homme peut être doux, c'est pas ça le problème. Mais c'est Un homme que, peut aimer le rose. oui, Moi c'est pas j'aime ça. le Ah, rose. voilà, un homme peut avoir sa féminité. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est la femme qui porte l'enfant, bah, techniquement, si elle est en danger, c'est pas ouf. Oui, Donc c'est de là d'où vient ce réflexe. mais Et d'où vient aussi le réflexe protecteur de mais ce que l'homme. je veux dire, c'est qu'elle en vient où, en fait, je pense, si j'avais une critique à faire de son livre, et je vais dire aussi pourquoi il est toujours controversé en 2026 et qu'il est quand même accepté d'une certaine part, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment traité des vrais sujets auxquels maintenant on le connaît en 2026, c'est la masculinité toxique, la virilité, de dire qu'un homme doit se cacher pour pleurer, un homme ne doit pas pleurer, un homme doit être fort, un homme doit taper, un homme doit aller au travail, se casser la tête. Et c'est le bonhomme, c'est le fort, Mhm. Ouais. c'est le viking, c'est le forgeron, etc. Alors qu'en fait, un homme, ça peut être... Et que si jamais il est autre chose, bah malheureusement, il est d'une autre orientation sexuelle, il va faire de la danse, il est de sexe faible, etc. En fait, elle aurait dû plutôt, mais bon, je pense qu'en 1949, c'était compliqué, puisque c'est que de maintenant qu'on parle de ça, Mhm. mais de Mm. plutôt questionner le sexe masculin que le sexe féminin. Bah, déjà, deux choses par rapport à ça. C'est le fait que des hommes s'associent à des activités ou des comportements féminins. Euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui les rend moins masculins. C'est mettre une robe à un homme n'en fait pas une femme. Je pense qu'on La peut. preuve, on peut prendre l'exemple de la culture Ouais. écossaise avec le kilt. Oui, oui. Ils ont une jupe et pourtant ça fait pas d'eux des moins hommes. Ouais. Et bah, je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu mon idée. De toute façon, de me revenir. Alors peut-être que toi, Karim, tu veux peut-être donner ton avis. Je trouve que c'est un très très bon avis que vous avez donné tous les deux. Je trouve ça assez complexe parce que c'est vrai qu'on, parce que voilà, mais parce qu'à l'époque, il y avait une femme enfin, il y avait un homme qui pleurait et tout, c'était pas considéré comme des hommes.
En vérité, maintenant, du coup, voilà, même si un homme pleure, voilà, ça reste néanmoins un homme, quoi. Et c'est bon, j'ai retrouvé l'idée que j'avais en Ah. tête. Vas-y. Donc, dis-nous. quand tu as parlé de la masculinité toxique, en fait, pour moi, la masculinité toxique, c'est surtout une masculinité qui est construite en opposition à la féminité. Et ce qui la rend toxique, parce que c'est une force qui Mm. s'oppose. Alors que pour moi, une masculinité plus positive, ce que j'ai déjà eu l'occasion de voir à la fois dans le monde réel et à la fois dans certains ouvrages, c'est une masculinité qui est construite sur des valeurs liées au domaine masculin. C'est un homme qui se construit sur sa propre masculinité et sur comment il perçoit sa nature d'homme. Et donc non pas en opposition à la féminité. Alors, je suis d'accord, mais si je reprends, et là je vais faire à Simone de Beauvoir, on ne se construit pas. On l'est, on le devient ou on nous transforme. En fait, cette masculinité toxique, je dirais pas construite, c'est on a imposé à l'homme pour être un homme, tu dois être comme ça. Et en fait, même parfois quand on peut trouver, et moi j'en fréquente et j'en connais des hommes qui veulent être des hommes mais avec leur part de féminité, et bah ils se sentent mal d'exprimer leurs émotions, ils se sentent mal de pleurer. Donc on sent encore en 2026 que il y a un conflit intérieur entre est-ce que je me comporte comme un humain Mhm. ou est-ce que je peux pas parce que qu'il soit au milieu d'hommes ou avec des femmes, etc. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mhm. Donc on voit bien que c'est pas de la construction, c'est on l'impose. Aussi bien comme on l'impose à la femme. Là, je vais reprendre le propos où parfois j'ai pu l'expérimenter, des amis aussi, où on se retrouve à oui, mais toi, tu es une femme, tu dois rester là, tu dois attendre, l'homme doit faire ci, doit faire ça. Toi, tu peux pas faire ça en tant que femme. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es un bonhomme, une femme bonhomme. C'est quoi en fait une femme bonhomme, un homme bonhomme? Et je le pose aussi aux auditeurs. En fait, c'est nous ramener à quoi? Genre, comme elle le dit, nous opposer. L'homme, c'est ça, la femme, c'est ça. Alors que, en fait, et je suis d'accord avec son propos, une femme peut être ça avec une part de masculinité positive, et l'homme, il peut être ça avec sa part de féminité positive. Mhm. Ouais. Euh, pareil, j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, c'est pas Ça grave. te laisse dubitatif. Non, ça me laisse pas dubitatif, c'est juste j'ai perdu mon idée. Alors peut-être que le temps que tu retrouves ton idée, je vais vraiment du coup donner la version définitive pour elle de ce que c'est la femme. Pour elle, en fait, une femme, c'est pas une essence immuable définie une fois pour toutes par la nature. Elle est un être humain dont l'identité se construit à travers son histoire, son éducation, sa société et ses choix. Donc en d'autres termes, et pour faire plus simple, pour elle, pour Simone de Beauvoir, être une femme n'est pas seulement une question biologique, d'où le fait qu'elle parlait de femelle et mâle, c'est aussi une expérience façonnée par la société, mais chaque femme doit pouvoir construire librement sa propre identité. Ouais. D'où le fait, on ne naît pas femme, on le devient. Ouais. Bah aussi, j'ai retrouvé entre-temps ce que je voulais exprimer. C'est aussi le fait de l'augmentation de la masculinité toxique. Et en fait, le terme qui a été désigné comme ça, enfin le terme qui a été désigné ne l'a pas été sans raison, c'est parce que la masculinité s'est opposée à la féminité apportée par le féminisme, donc qui a donné une identité un peu plus concrète aux femmes, et des hommes manipulables et faibles d'esprit, je voudrais dire, ont conçu le féminisme et la féminité comme une menace ou comme quelque chose de nocif, ce qui est conduit à la masculinité toxique. Mm. Mais aussi, la masculinité toxique, pour moi, ça a agencé aussi un mécanisme de défense nocif auprès des femmes aujourd'hui. Techniquement, tout ce qui s'approche de la misandrie, le fait de rejeter et de détester les hommes. Ce qui, Ce qui est l'opposé de la misogynie. Donc on voit encore une fois qu'on a utilisé des termes dans la langue française pour opposer les deux sexes. en fait, la misandrie, pour moi, c'est... même si la plupart des personnes qui se disent misandres euh, exposent des arguments féminisme, pour moi, c'est un petit peu un contre-son-camp de l'objectif du féminisme originel.
Oui, puisque ça alors contribue à opposer encore plus les hommes et les femmes. oui, après, il y a aussi, Et c'est pour ça que maintenant, il y a plusieurs définitions du féminisme. Il y a le féminisme politisé, politique, qui va être violent, comme les Femen. De se mettre seins nus, ça a pas fait, ça, c'est pas ce qui va faire bouger les choses. Là où il y a certaines femmes, dont je fais partie, moi, quand on me pose la question, es-tu féministe? Je dis non, je veux que la femme soit libre, égale de l'homme, dans le respect de l'homme, l'équité, l'égalitaire. On peut vouloir l'égalité, être féministe sans détester l'homme, et l'homme peut être un féministe sans détester la femme. Bah, après, moi, je serais partisan de dire que toi, tu es féministe, mais sous tes propres conditions. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça éviterait d'avoir tout ce qui est misogynie, misandrie. Parce qu'à partir du moment où en fait on travaillerait de concert aussi bien les hommes que les femmes, on vivrait dans un pays libre, égal, dans les deux sexes, et il y aurait personne qui se déteste et qui Ouais. s'oppose. Parce que pour moi, l'objectif du féminisme originel, c'est de rendre la femme égale de l'homme. Et on a déjà fait pas mal de gros progrès sociétaux en peu de temps par rapport à ça. Et bah, malheureusement, le fait qu'il y ait la masculinité toxique et la misandrie, on est plus dans l'optique de démontrer qu'un sexe est supérieur à l'autre. Donc, ce qui est l'opposé de l'objectif de départ. Sachant que pour en revenir à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a été créés Adam et Ève complémentaires. Donc en fait, depuis notre existence, on n'est pas censé s'opposer, se détester. Bien sûr. Et donc, pour terminer là-dessus, de dire pourquoi, en fait, je disais tout à l'heure, et même moi, ça m'a, en cherchant un petit peu mon analyse et en voulant vous donner mon avis sur ce livre, et ben, j'ai été moi-même agréablement surprise, ou même en 2026, il est accepté parce que les femmes maintenant font des études, réfléchissent par elles-mêmes, etc. Mais il y a une part de personnes, bien qu'on a dit qu'à l'époque, il était déjà controversé, qu'elle était partie très loin, Simone de Beauvoir, et ben, faut croire qu'il y en a qui disent qu'elle n'est pas allée assez loin. Et par exemple, j'en tiens ce propos où ils disent que oui, certaines personnes pensent que Simone de Beauvoir a eu raison de dénoncer les inégalités et les stéréotypes, mais pour eux, ils estiment qu'elle a parfois minimisé l'importance de la maternité, de la famille ou des différences biologiques. Alors que quand on lit son livre, on voit qu'elle est allée quand même très loin à l'époque. Elle pouvait pas aller plus loin que ça, sinon je pense qu'elle aurait fini au bûcher. Au bûcher, je crois que à Ou à la l'époque, guillotine. je pense que les deux étaient déjà interdites à cette époque en France. Mais Il bon, n'y avait pas encore la peine de mort. Badinter n'avait pas été encore là pour la mettre. Dieu soit loué. Mais elle aurait pu avoir de sérieux problèmes. Donc je pense que pour moi, c'est aussi à nuancer quand il lui reproche qu'elle n'est pas allée très loin. Elle aurait pu dire plus. Je pense qu'elle a assez dit sur ces sujets. Je sais pas ce que tu en penses. bah moi, j'ai pas trop exposé l'avis que j'ai sur l'autrice depuis le début, mais à savoir que j'ai pas eu des retours incroyables sur cette autrice-là. Vu que j'ai pas lu ses livres, je parlerai pas en absence de preuves. Je juge sur pièce à la fois les autrices et les auteurs. Ouais, des échos que j'ai eus, c'est pas forcément une autrice vers laquelle je me dirigerais. Je me dirigerais plus vers des autrices peut-être moins, non même pas moins engagées politiquement, mais des autrices qui correspondraient plus aux œuvres qui m'interpellent et que je recherche. Donc par exemple Marguerite Yourcenar ou Agatha Christie aussi, qui sont des autrices qui m'intéressent bien. Et du coup, ça c'est aussi important et je pense qu'on pourra finir là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant par contre ce qui a été dit, c'est qu'en réalité en fait le livre à l'heure actuelle il reste encore étudié parce qu'il pose en fait une question qui est toujours actuelle, c'est dans quelle mesure sommes-nous définis par notre nature et dans quelle mesure sommes-nous façonnés par la société. Et on voit et on l'a vu en donnant notre avis tous les trois qu'en fait en 2026 on sait toujours pas comment vraiment définir une femme et son rôle et l'homme et son rôle. Mhm. On conclut sur ça? Oui, on conclut sur ça. Ok. Alors, bah, moi, juste avant de passer à la conclusion finale, je vais reprendre le concept que j'avais mis en place lors du dernier podcast. Donc, à savoir le petit classement de mes livres de l'année. Donc, est-ce que le livre La Fête au Moyen-Âge rejoint mon top 10 de l'année? Eh bien, oui, il le rejoint.
Et il vire de mon top 10 Qui m'a regardé grandir au passage. Alors maintenant, pour acheminer la conclusion de ce podcast, je vais déjà vous demander à tous les deux si vous avez des projets ou des réseaux à mettre en avant auprès de nos auditeurs. Et ensuite, je pourrais conclure. Bah, moi, toujours le projet qui est pour le moment un peu en stand-by, mais qui sera bientôt repris, j'espère, à la rentrée scolaire de mon podcast que j'ai bien commencé. Plus de 7 épisodes, aussi bien sur différentes disciplines sportives, que ça soit le catch, que ça soit avec toi, la MHE, euh, un, un sport d'escrime Mhm. Historique. historique, que je me trompe pas, historique d'une certaine époque. Redis-moi, c'était 17e, si mes souvenirs sont bons. En fait, les AMHE, ça couvre une période extrêmement large à partir du moment, enfin, à partir de quelle discipline tu fais. Ça peut être de l'Antiquité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en fonction de quelle période tu décides Mais ce que je veux d'étudier. dire, toi, c'était maître d'armes italien du 17e, je crois, dans ton club à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Plus de aussi bien aussi la boxe que pour finir avec une personne qui est devenue une amie maintenant, Marina, et qui tient un bar Ouais. où on peut boire des boissons nutritionnelles et avoir du coaching. Donc ça a été intéressant de mettre en valeur tous ces parcours, etc. Et de pratiquer, moi, de mon côté, cet exercice vraiment du podcast, mais d'un autre côté. Donc, il suffit juste que je puisse avoir le temps matériel et de sortir les épisodes et de continuer les tournages, puisque j'aimerais bien aussi après donner des cours et faire ma propre académie. Donc, ça serait ça le projet. Et puis après, bah, le réseau, c'est que tu es comme la dernière fois quand tu m'avais invité, Oui. @lbn-du8 horizon pour ceux qui De toute voudraient me façon, ce suivre sera dans la sur description. Instagram et bientôt sur YouTube. Mhm. Karim, des choses à mettre en avant peut-être? Bah, pour ma part, en ce qui me concerne, j'aimerais bien justement faire, comment dire, un podcast concernant un livre que je faut que je lise justement d'ailleurs, pour essayer un peu comment ça se passe. Mhm. Et aussi continuer toujours le théâtre, parce qu'actuellement je fais du théâtre et j'ai plusieurs représentations à faire pour l'année prochaine. Du coup, ça va être assez serré. Mhm. Et pourquoi pas éventuellement pour terminer la série qu'on a commencé, moi et mon ami Alexandre, Mhm. et dans la joie et la bonne humeur, et en espérant que décembre là, quand la série sortira, on pourra se, on pourra se féliciter. Oui. Bah, justement, pour conclure pour ma part, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit l'un et l'autre. Donc déjà en ce qui concerne les gros projets qui se mettent en place, bon déjà la poursuite du podcast et l'arrivée de plein de nouvelles activités pour ma part à la rentrée, je le souhaite dans le cadre de l'association Ludochic. Et en particulier un projet que je monte avec l'Infolab d'Orléans, donc dans le cadre projet Bourges 2028. Et il me semble que ton projet Et fléché sur cette bourse. oui, ton projet de podcast fait partie intégrante des démarches dans ce sens-là. Et comme dit par Karim, on a terminé la semaine dernière, bon, pas quand vous écouterez ce podcast, mais un petit peu avant, le tournage d'une mini-série qui sera diffusée un petit peu partout sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et TikTok notamment, qui s'appellera Prefix, donc qu'on a fait aussi à l'Infolab. Et donc, où moi ainsi que Karim, on est des acteurs de cette mini-série qui sortira courant décembre, on l'espère. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée et à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tête à Texte. À la prochaine. À la prochaine.